toujours ce document qui va être valable puisqu'on l'a pas terminé. Donc c'est celui-ci. D'accord? Donc on en est arrivé, si je vous remets bien, à le point 1.3, c'est la page 7, sur les intégrales définies. Donc il nous reste ça à voir, même si en TD on a déjà abordé ça. Donc il nous reste 2 pages là-dessus, sur ce document-là. Ensuite, on ira travailler sur l'interprétation géométrique des intégrales. Donc c'est ce petit document que je vous ai rajouté en couleur. D'accord? Et puis pour terminer, on passera à ceci. C'est comment bien intégrer. Donc on verra le cas particulier des fonctions exponentielles fois la fonction polynôme. Et puis on verra le cas particulier des fonctions trigonométriques. D'accord? On a déjà un petit peu abordé dans le premier TD quelques petites fonctions, déjà un peu touché du doigt ça. Vous avez tous les documents? Est-ce qu'on peut commencer? Alors je vais demander à l'un d'entre vous, Pierre par exemple. Je crois que c'est Pierre. Ouais, c'est bien toi. Tu me fais comme d'habitude, tu te fais, si jamais on perd le direct ou je t'interrogerai de temps en temps pour. Ça marche. Allez, go. Donc on en était resté aux intégrales finies. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. On va aller doucement. Alors, les intégrales définies, qu'est-ce que c'est en fait? Nous, on a travaillé dans la première partie du cours avec des intégrales où on n'avait pas mis de bornes. Non plus sur le sens de primitive qu'on a travaillé. Quand on va mettre des bornes aux intégrales, ça s'appelle une intégrale définie. Alors, la définition, si f admet une primitive grand F, je vais prendre deux réels A et B. Alors, ça veut dire que pour n'importe quelle primitive, une autre primitive de la fonction petit f qui va s'appeler grand G, eh bien en fait, quand je fais la différence entre deux bornes, c'est la même chose, je vais avoir la même valeur, quelle que soit la primitive que je choisis. C'est-à-dire que calculer grand f de b moins grand f de a ou grand G de b moins grand G de a, ça doit être identique. On va le démontrer. En fait, on a vu dans les cours précédents que s'il existait des primitives, elles ne diffèrent que par une constante. Elles sont égales à une constante près. Donc, c'est tout simplement, en fait, quand je vais calculer f de b, je vais avoir cette constante à l'intérieur. Quand je vais calculer f de a, je vais avoir cette constante à l'intérieur. Et quand je vais soustraire, en fait, la constante va s'éliminer, quelle que soit ici. Donc, on va regarder ça. G de petit b moins g de petit a, c'est en fait la fonction f de b plus c moins la fonction f de a moins c, puisque la constante, je dois donc l'ajouter d'un côté et la soustraire de l'autre, elle s'annule. Donc je démontre bien que la différence de n'importe quelle primitive calculée en 2 points, c'est la même. Donc si j'ai petit f une fonction qui est fonction d'une variable réelle, qui a pour primitive la fonction grand f, eh bien du coup, je vais pouvoir définir comme ça l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est grand f de b moins grand f de a. Donc le but du jeu est de trouver, comme on a fait dans un premier temps, la primitive, ou une primitive, pardon, de petit f, et puis de calculer donc en b et de soustraire ce qu'il y a en a. Et peu importe la primitive que je choisis, c'est pour ça que la constante, en fait, je ne l'ai jamais vraiment, me suis jamais intéressé à ce que la valeur de la constante, parce qu'elle va être éliminée, quelle que soit la primitive que je choisis. Et c'est pour ça que je choisis toujours celle où la constante vaut 0. Ça va? Pas de questions? Donc je peux continuer. Alors les différentes techniques de calcul, c'est les mêmes que celles du calcul de primitive pour les intégrales définies. C'est-à-dire que je vais utiliser la linéarité. Tu sais que la linéarité, si j'ai une somme de deux fonctions qui sont multipliées par des scalaires alpha et bêta, non seulement je peux couper mon intégrale en deux, et je peux sortir les scalaires de l'intégration. Donc ça, c'est la linéarité qu'on a déjà vu pas mal de fois en différents chapitres. Deuxièmement, on a vu précédemment l'intégration par partie.
C'est-à-dire que si en dessous de l'intégrale, je trouve une fonction et une fonction dérivée à côté, il y a toujours possibilité de faire une intégration par partie avec le crochet fg moins l'intégrale de f'g. Donc ensuite, ça, qu'est-ce que ça donne, hein? Je vous l'ai détaillé sur le côté. Je calcule le crochet en B moins la valeur du crochet en A. Donc ça, c'est valable. Le changement de variable est aussi valable. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a fait, il faut faire attention. Les bornes ici, elles sont valables pour la variable x. Si vous changez de variable, c'est-à-dire que les bornes, on doit également faire le changement de variable au niveau des bornes. Donc c'est pour ça qu'ici, hein, on va voir un peu sur les exemples comment on va pouvoir calculer les nouvelles bornes à partir de mon changement de variable. Ensuite, quelques exemples. Si je vous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 1, le tout au carré des x, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que mon identité remarquable, je peux la développer. Donc ça fait x carré plus 2x plus 1. Donc du coup, pour les polynômes, il faut toujours essayer de les développer au maximum, parce qu'un polynôme, ça s'intègre bien membre à membre en fait. Donc élément par élément. Une primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Une primitive de 2x, c'est x carré. Une primitive de 1, c'est x. Et je dois calculer cette primitive entre 2 et 1. Donc je vais la calculer pour la valeur 2. 2 au cube 8 sur 3, plus 4 plus 2, moins le crochet calculé en A, donc ça fait 1 tiers plus 1 plus 1. Avec des parenthèses bien sûr et un moins devant tout ça. Si je distribue le moins, voilà ce que j'obtiens. Et donc après calcul, on a 19 tiers. C'est bon? Pas de questions? Pierre, tout va bien? Tout va bien. Bon. Alors, deuxième exemple. Ici, je vais calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 de x cosinus x dx. Alors là, je vous propose pour ça de faire une intégration par partie. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Ici, si je regarde bien, quelqu'un prend la main pour m'expliquer un peu ce que j'ai fait? On prend la primitive de x cos x. C'est difficile à trouver la primitive de x cos x. Sinon, on n'aurait pas fait une intégration par partie. Non, ouais, voilà, c'est intégration par partie. Alors, comment on va faire? De fonction dérivée et une fonction. Voilà, c'est ça. Mais comment c'est que on pose le x comme fonction dérivée, parce que quand on dérive x, ça fait 1. Alors, j'ai ça à calculer. Hein. Donc, par une intégration par partie. Donc, je vous rappelle que l'intégrale de u'v, si je fais une intégration par partie, ça fait mon crochet uv moins l'intégrale de uv'. On est d'accord? Ça, c'est ma formule d'intégration par partie. Donc, le tout, c'est de poser correctement les choses. Donc, toi, ce que tu me proposes, c'est d'écrire ici que v de x, c'est égal à x. Bien Non. ça, Pierre? Attendez, parce que quand on dérive, quand on va le dériver, ah ouais, du coup c'est ça, parce que quand on va le dériver, à la fin le v', ça va faire 1, du coup c'est bon. Tout à fait. Donc ici, quand je vais dériver v' de x, ça fait 1. Et puis, on va poser u de x égale cosinus x, u' de x égale cosinus x. Donc je vous rappelle que ce qu'on a vu la fois dernière, hein, ici c'est cos, ici c'est quand on tourne dans le sens positif, on trouve les primitives. Quand on tourne dans le sens inverse, enfin dans le sens des aiguilles d'une montre, on dérive. Donc moi, si je veux une primitive, c'est quoi? C'est sinus x. Tout à fait. U de x égale sinus x. Donc si j'appelle mon intégrale ici i, en fait, je vais avoir i qui est égal. Donc si j'utilise bien mon intégration par partie, mon crochet UV, ça fait x sinus x, que je dois calculer entre moins 1 et 1.
moins l'intégrale de uv', donc ça nous donne 1 fois sinus x, c'est-à-dire sinus x dx, à calculer entre moins 1 et 1. D'accord? C'est bon? Oui. Bon, donc on va reprendre le cours des choses. Donc voilà ce qu'on a obtenu, hein, avec nos choix de u' et de v'. Donc je peux calculer maintenant. Il y en a une qui se calcule directement. Je vais remplacer x par 1 et soustraire ensuite le calcul de ce crochet en moins 1. Et bon, bah ça se calcule bien. Hein. Sinus x à intégrer, c'est pas difficile. Donc une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Avec le moins qui est devant, ça fait un plus devant mon crochet. Donc je calcule. Ça fait donc 1 fois sinus 1 moins 1 fois sinus moins 1, plus cosinus 1, moins cosinus moins 1. Alors, je vous rappelle quand même la parité des fonctions sinus et cosinus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, on sait que sinus, c'est une fonction qui est impaire. Ça veut dire que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Et cosinus de moins x, cos étant une fonction paire, c'est la même chose, deux opposés ont le même cos. Vous venez de ça, des fonctions paires et impaires? Bon, alors ça veut dire que quand je vais calculer ici en 1 et en moins 1, ça veut dire que deux valeurs sont opposées ici. Donc ça fait 0. Cosinus 1 et cosinus de moins 1, comme la fonction est paire, c'est la même chose. Donc si je les soustrais, ça fait 0 aussi. Donc là, les deux s'éliminent, ces deux-là s'éliminent. Mon intégrale, elle vaut 0. Avez-vous des questions? Ils n'ont pas de questions, hein. C'est incroyable. Donc on continue. Celle-ci. Alors on va faire ça avec un changement de variable. Alors, en général, je vais pas trop. Faut avoir une certaine technicité hein, pour savoir si en donnant ça, mis à part essayer, et puis trouver la bonne technique. Mais généralement, je vous dirais calculer cette intégrale et je fixerai la méthode évidemment dans le partiel ou dans les interros. Donc je vous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de sinus x sur 2 plus cosinus x dx. Donc on vous propose de faire un changement de variable en posant t égale 2 plus cosinus x. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, je vais devoir calculer ici mes bornes, elles sont en x. Moi je voudrais mes bornes en t. Donc si x vaut 1 ici, que vaut t? Ben, je remplace. Eh bien, ça fait donc, si x vaut 1, t va donc valoir 2 plus cosinus 1. Et lorsque x va valoir 2, ben t va valoir 2 plus cosinus 2. Donc voilà mes bornes. J'ai fait mon changement de variable dans mes bornes. Donc maintenant, je vais essayer de voir mon dx. Si t égale 2 plus cosinus x, donc quand je vais dériver, dt, je dérive par rapport à t, donc dt, la dérivée de 2, ça fait 0, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Il ne faut pas oublier qu'on dérive par rapport à x, donc rajouter. Donc ici, je vais pouvoir changer tout ce qu'il faut, non seulement mes bornes, ma fonction, mon dx, par la bonne chose. Donc, regardons un peu ce que ça donne. En fait, ici, je reconnais sinus x dx. Sinus x dx, c'est presque dt, au signe près. Donc ici, sinus x dx, je vais pouvoir le remplacer par moins dt. Ici, 2 plus cosinus x, ça fait t. Donc je vais avoir moins dt sur t. Et ça, à intégrer, c'est quand même plus facile. Et mes bornes, je les ai calculées juste avant, en premier lieu. Donc si je remplace tout, voilà ce que ça me donne. Ça fait l'intégrale de 2 plus cos 1 jusque 2 plus cos 2, de qui? De moins 1 sur t dt. Une primitive de moins 1 sur t, c'est assez facile, c'est moins ln de valeur absolue de t, à calculer entre 2 plus cos 2 et 2 plus cos 1. Donc je remplace, et voilà ce que ça me donne. OK? Donc là, une fois que c'est fait, là, vous vous souvenez, dans les calculs de primitives, quand on avait vu des changements de variables, il fallait retrouver la variable de la peine, puisqu'on a déjà tout calculé.
Donc il y a un petit bricolage qu'on peut faire, hein, une différence de 2 logarithmes népériens, c'est le logarithme népérien du quotient. Donc je peux écrire ce que ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b, donc en faisant attention en inversant peut-être les deux ici, parce que le moins il est là. Donc c'est ici, c'est la valeur qui est là, on va la retrouver en bas de la fraction. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai peut-être été un peu vite. Je vous le remets. Si vous prenez des notes sur le polycopier qui doit avoir des trous à compléter. Si vous le faites en même temps, j'explique. Pas de questions? Pierre, c'est toujours clair? Tout est clair, l'écran est en HD 4K. Magnifique. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais au moins. Alors on continue. On va voir maintenant l'interprétation géométrique des intégrales. Vous savez que c'est un lien géométrique. Donc en fait, si je travaille avec une variable réelle, je vais considérer un intervalle i qui va aller de a à b. Donc un intervalle fermé. Chaque fois qu'on verra ça dans l'intervalle AB, A sera toujours plus petit que B. Ça sera toujours une certitude. Et je vais considérer dans un premier temps une fonction qui est positive. Important qu'elle soit positive, on verra après pourquoi. Alors l'idée, c'est que ici, j'ai représenté ma fonction, ici. Donc A, c'est le début de mon intervalle, B, la fin de mon intervalle. Et donc, si je m'intéresse à l'aire, qui est compris par l'axe des abscisses, la courbe, la droite verticale d'équation y égale a, la droite d'équation y égale b, si je m'intéresse à l'aire qui est là, je peux faire une approximation par la méthode des rectangles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon intervalle AB en plusieurs intervalles, et puis je vais calculer en fait ici, donc je vais avoir des intervalles toujours de même largeur, c'est facile de faire ça, et je vais en fait m'intéresser donc à ici MI, ça va être la valeur inférieure sur l'intervalle AI-1 AI de f de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que bien, si ma fonction elle est croissante, ici je vais toujours m'intéresser, ici j'ai pris volontairement une fonction croissante, donc ça va être toujours le côté en fait gauche de mon intervalle pour la valeur minimale sur mon intervalle AI-1 AI. Par contre, si elle est décroissante, c'est pas la même chose. Donc ici, comme j'ai une fonction croissante, ça va toujours être cette valeur-là que je vais prendre. Là, c'est f de a, là, c'est f de a1, là, c'est f de a2, et ainsi de suite. Donc, je peux faire la même chose. Donc, ici, je vous donne les lectures en fait, de toutes mes minimums pour mes subdivisions d'intervalles. Et puis, je vais pouvoir aussi regarder la valeur maximale. Alors là, si ma fonction elle est croissante, ce qui est le cas ici de mon 1, ça va être toujours la borne un peu supérieure de ma subdivision. Donc ici, si c'est A à 1, bah ça va être A1 sur le premier intervalle. A1, A2, ici ça va être A2. Donc vous voyez que c'est toujours que c'est la borne de droite. Calcul en la borne de droite. Donc ici, je vais prendre le maximal, MI, c'est le sup sur l'intervalle AI-1 AI de la valeur f de x. Ici, par exemple, c'est M1, grand M2, grand M3, et ainsi de suite jusqu'au grand M6. En fait, les petits M1, c'est là. M2, en fait, petit M2, c'est grand M1. Vous regardez. Alors, par encadrement de l'aire, en fait, l'aire dont je vous ai parlé tout à l'heure, droite verticale des y égale a, y égale b, courbe, la courbe CF, en fait, votre aire, elle est comprise entre bien cette somme de petits rectangles et cette somme de grands rectangles. En fait, on va l'approximer. Alors, l'idée, ça va être de multiplier, en fait, le nombre de subdivisions. Plus je vais me rapprocher en découpant mon intervalle AB avec un maximum de rectangles, et plus l'erreur, en fait, on fait une erreur. Ici, vous avez une petite partie blanche qu'on pourrait quasiment approximer avec un triangle, un petit triangle, et tandis qu'ici, vous avez un petit triangle en plus. Donc, plus vous allez prendre des subdivisions fines, donc faire tendre votre nombre de subdivisions vers l'infini, et plus votre approximation, elle sera précise. Alors,
Ce sont des rectangles, alors c'est facile de calculer leur R. Ici, la longueur c'est petit m1, et la largeur, en fait, on va calculer AI-1 moins AI, en fait. On va prendre toujours ça moins ça va faire la largeur. Donc en multipliant les deux, vous avez l'air. Donc vous faites, c'est pour ça qu'on a une somme de I égale à 1 n c'est le nombre de subdivisions que vous avez faites. Donc ici vous avez l'air qui est ici à gauche, ici vous avez cette partie-là, c'est l'air que vous avez à droite. Et donc on a bien l'air dont on cherche, l'air grand A, qui est comprise entre les deux. En général, en terminale, on vous l'évoque déjà. Donc on démontre que lorsque n tend vers plus l'infini, les deux termes qui encadrent l'air convergent vers la même limite, et donc cette limite, elle correspond à la définition de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Attention, il faut que la fonction soit continue d'une part, il ne faut pas qu'elle s'interrompe, et il faut qu'elle soit aussi positive, parce qu'une R, c'est toujours positif, je vous le rappelle. Donc la fonction f de x, on l'appelle intégrande, l'intégrale, c'est ce qu'on appelle une grande. On l'avait déjà dit, mais on ne l'avait pas encore noté dans le cours. Alors, je vais vous faire une petite simulation. Je vous ai fait un petit GeoGebra. Alors ici, ce que je peux faire, bon alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une fonction positive, simplement j'ai pris sinus x, mais je l'ai élevée au carré, comme ça je suis sûr que ma fonction elle va toujours être positive, ce qui est bien le cas, vous voyez qu'elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Alors je peux faire varier mon intervalle à B. J'ai des petits curseurs, j'ai fait des petits curseurs pour pouvoir je vais faire des subdivisions, ici n en plusieurs fois, de 10 en 10, je peux faire jusque 2000 subdivisions. Donc je peux faire varier A, vous voyez comment ça va changer les choses, je vais prendre un intervalle, peu importe, je vais prendre A égale 0 jusque B égale 5 par exemple. Hop. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est ma méthode des rectangles, donc une approximation mini et une approximation maxi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, vous voyez, j'ai calculé les sommes des rectangles ici. Donc en fait, mon R, donc je répète, qui est comprise entre l'axe des abscisses, la droite d'équation y égale 0, la droite d'équation y égale 5, donc ces deux droites verticales qui sont ici et là, et la courbe qui est dessinée en vert, moi c'est ça que je cherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier au maximum. Vous regardez, ici vous avez petit sn et petit s'N, donc ici c'est la somme mini, la somme... Regardez un petit peu, vous voyez qu'il y en a une qui donne 2,58, l'autre qui donne 2,7. Vous voyez que je vais augmenter mon nombre de subdivisions, donc il y a un moment, les subdivisions elles sont tellement petites qu'on va voir plus que de la couleur, on va même plus réussir à voir, je vais aller jusque 2000. Et vous voyez qu'en fait, alors il faudra encore pour avoir ici la même valeur, encore un petit écart, on a un centième d'écart, mais vous voyez que plus les subdivisions sont nombreuses, et plus je vais avoir une R, déjà là à 1000 c'est déjà pas mal, et vous voyez que là, voilà ce que je fais, à chaque fois je multiplie le nombre de subdivisions. Quand on tend vers l'infini, eh bien en fait on peut considérer que l'erreur qu'on fait elle est infinitésimale, que j'arrive comme ça à approcher mon R. Et l'air qui est là, ma fonction est positive, c'est l'intégrale entre 0 et 5 de ma fonction sinus carré de x dx. Ok? Je vois que j'ai un petit truc sur le Discord, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je regarderai après pour voir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon petit fichier GeoGebra? Vous n'avez pas de questions, c'est terrible, terrible, terrible. Alors il y a d'autres approximations, moi j'ai fait une approximation avec des... Mais sachez qu'en fait on pourrait faire autre chose. On peut faire des rectangles, mais cette fois-ci en prenant non plus la valeur mini sur l'intervalle et la valeur maxi. On pourrait prendre en fait le milieu en se disant que finalement si la fonction elle est croissante, vous voyez ici elle est croissante, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Vous voyez qu'ici le petit, on va dire que c'est un triangle, même s'il y a une partie courbe ici, mais on pourrait approximer ça avec un triangle. Donc ce triangle blanc, en fait, il a à peu près la même aire que le triangle qui est là, rose saumon. Pareil ici.
Donc en fait, on aurait une approximation qui serait pas trop mauvaise si on prenait le milieu de l'intervalle, en fait, à chaque fois. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on approxime l'air, en fait, avec une autre méthode, hein, c'est la méthode qui s'appelle la trapèze. Donc, en fait, je vais calculer non plus l'aire d'un rectangle, mais l'aire d'un trapèze, en se disant que de temps en temps, le trapèze, en fait, il passe en dessous de la courbe, et de temps en temps, le trapèze, bah, il passe au-dessus de la courbe. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre. Donc, grosso modo, on ne doit pas être trop mal au niveau du calcul de l'air. Donc ça, c'est la méthode de Newton et Cotes, hein, c'est la méthode des... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les fonctions négatives? Bah, pour les fonctions négatives, en fait, on ne peut plus parler d'air, hein, parce que l'air, elles sont toujours positives. Donc l'idée, ça va être de, si on veut avoir l'air, de symétriser cette partie-là par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire on va prendre à chaque fois une sorte de valeur absolue. Donc je vais appeler la fonction f+, la fonction f si elle est positive, 0 sinon, f- la fonction moins f de x si la fonction est négative, et 0 sinon. Et donc du coup, je vais pouvoir découper comme ça mon intervalle en se disant que bah, si la fonction est positive entre a et c ici, bah, je vais prendre l'intégrale sur cet intervalle de f de x dx, et puis entre c et b, alors b c'est là, donc entre c et 1 et, pardon, et c2 ici, je vais prendre moins f de x. Donc je vais pouvoir toujours comme ça me débrouiller pour me ramener une fonction positive dans le calcul de l'air. Mais faites attention, hein, si la fonction elle change de signe, à l'intégrale, on ne va pas pouvoir l'associer à l'air. Alors maintenant les propriétés, donc on va faire un rappel déjà de... Donc la relation de Chasles, on l'a déjà utilisée dans le premier TD, mais en fait je peux glisser entre mes deux bornes une valeur qui est comprise entre A et C, ou même une autre, hein, même si ça dépasse C, c'est toujours valable. Elle n'est pas forcément obligée d'être entre A et C, hein, même si ce sont des réels. Donc l'intégrale entre A et C, c'est l'intégrale entre A et B plus l'intégrale entre B et C. Il faut savoir, ça peut bien marcher. Alors je vous rappelle, on a fait ça par exemple quand on avait une valeur absolue ici, par exemple, et qu'on avait voulu supprimer les barres de valeur absolue. On avait fait un tableau de signes, et puis on avait regardé sur quels intervalles on pouvait supprimer les barres de valeur absolue, et on avait découpé nos bornes d'intégrale pour pouvoir exprimer différemment la fonction sous l'intégrale sans les barres de valeur absolue. C'est un exercice du TD qu'on a fait. On a utilisé la relation de Chasles à cet effet. Si on échange les bornes, eh bien la valeur change de signe. Quand vous allez permuter les bornes, il ne faut pas oublier de mettre un signe moins. L'intégrale d'une fonction entre deux bornes, alors ça se comprend avec, c'est facilement avec la notion d'air, hein. La linéarité, ça, je ne vais pas revenir dessus, hein, avec la multiplication scalaire réelle, vous avez le droit de sortir le scalaire de l'intégrale. En particulier, si vous avez un signe moins, vous pouvez... Alors, si j'ai une fonction qui est positive sur un intervalle, l'intégrale est donc positive et ça donne la valeur qui est comprise, je vous le rappelle, entre l'axe des abscisses, les deux droites verticales et la courbe. Si j'ai une fonction négative sur un intervalle, la valeur de l'intégrale donne alors l'opposé de l'électrique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et si ça change de signe, ben, il n'y a pas de signification. Au niveau de l'intégrale entre A et B, si entre l'intervalle AB et f de x change de signe, mais en fait, il va y avoir une partie positive, une partie négative. Donc en fait, ben, vous n'avez plus trop de valeur par rapport à l'air. Plus d'interprétation géométrique si la fonction change de signe. Huitième propriété, si j'ai une fonction qui est continue et qui est positive sur un intervalle, si je trouve une intégrale nulle, ça veut dire que la fonction est identiquement nulle. Ce qu'on donne avec 3 barres comme ça de signes égaux, hein, c'est pas un signe égal ça. Ça veut dire que la fonction elle est identiquement nulle.
C'est-à-dire qu'elle est nulle partout sur l'intervalle. 9e point, j'ai le droit de, si j'ai l'intégrale d'une somme, si dans mon intégrande j'ai une somme, j'ai le droit de découper, hein. C'est aussi une version de la linéarité. Donc l'addition de fonctions, c'est l'addition des intégrales. L'intégrale d'une addition de fonctions, c'est l'addition des intégrales. Autre chose, si j'ai deux fonctions, l'une plus petite que l'autre sur un intervalle AB, eh bien forcément quand je vais intégrer membre à membre, je vais avoir l'intégrale entre a et b de f de x dx qui est plus petite que l'intégrale entre a et b de g de x dx. Donc ici, si je reprends tout à l'heure, si m est la valeur minimale de ma fonction sur l'intervalle AB, eh bien, si j'intègre, je vais vous prendre mon iPad, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce petit point de détail, je vais l'expliciter. Imaginons hein, sur AB, sur l'intervalle AB, gf de x, qui imaginons est borné entre m et grand M. Donc je vais pouvoir calculer l'intégrale entre a et b de m dx. J'intègre membre à membre, ça on a vu qu'on avait le droit. Après une propriété, je ne sais plus quel était le point évoqué, mais... Et donc ici, m, c'est une constante réelle, donc je peux la sortir de l'intégrale. Une primitive de 1 dx, ben c'est x, à calculer entre a et b. Ça, c'est mon intégrale. Et si je fais la même chose que j'ai fait à gauche, en fait, m, c'est une constante réelle, je peux la sortir. Donc je calcule. Une primitive de 1 dx, c'est x, donc à calculer entre a et b. Donc ça va me donner m facteur de b moins a, plus petit que l'intégrale de a à b de f de x dx, qui lui-même est plus petit que grand M multiplié par b moins a. Voilà pourquoi. Donc si je reviens à mon poly, voilà pourquoi je peux, en utilisant la propriété si f est plus petit que g, alors l'intégrale entre a et b de f est plus petit que l'intégrale entre a et b de g de x dx. Voilà pourquoi j'arrive à encadrer comme ça l'intégrale d'une fonction si je sais qu'elle est bornée sur un intervalle. D'accord? Petit m, c'est la valeur inférieure et petit grand m supérieur de la fonction sur l'intervalle. Alors concrètement, géométriquement, ça s'interprète comme ça. Hein. Ici, m facteur de b-a, je vais prendre en fait ici entre moins 0,8. Hein, ici, mon intervalle AB, c'est moins 0,82. La valeur minimale, l'inf de f de x, ici, c'est 0,2. Si le calcul ici, c'est ce point-là qui donne ma valeur inférieure. La valeur maximale, ça monte jusque 1. Donc ici, en fait, je peux calculer comme ça. Je vais être compris, en fait, entre le petit rectangle bleu et le grand rectangle. Attention, il démarre ici de l'axe des abscisses. C'est le grand rectangle vert. Mon R, elle est comprise entre ça et ça. Donc autre chose, en fait, si je parle un peu de valeur moyenne, c'est ma dernière chose, c'est la formule de la moyenne. Ça veut dire qu'il va forcément exister une valeur C qui est comprise entre A et B, telle que l'intégrale entre A et B de f de x dx est B moins A f de C. Hein, donc ma valeur moyenne, elle peut se calculer comme ça avec mon intégrale. Ma valeur moyenne de la fonction, elle va donc, grâce à cette formule, hein, on comprend bien l'interprétation géométrique, j'ai quelque part une valeur moyenne entre A et B. Donc mon rectangle ici, il va pouvoir être calculé avec cette valeur moyenne multipliée par la largeur qui fait B moins A.
Donc ça, je vais avoir mon R. On doit pouvoir approcher donc la valeur de l'intégrale de cette façon. Donc ma valeur moyenne f de c, si je divise tout par b-a, je vais donc avoir 1 sur b-a, l'intégrale entre a et b de f de x dx. D'où la formule pour calculer la valeur moyenne d'une fonction à partir de l'intégrale. Ça, vous l'avez vu en terminal S, en général, vous le voyez. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ouais. Ouais, c'est du programme de terminal S. Ceux qui étaient en terminal. Alors autre chose, hein, on a la valeur absolue d'une intégrale, c'est toujours plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc un petit résumé sur les propriétés que vous devez... On inverse les bords, on change le signe. Alors on va démontrer ça. Alors imaginons que grand F soit une primitive de petit f, intégrale entre b et a de f de x. Donc si je permute, j'inverse le signe, donc c'est moins grand F de b moins grand F de a. Et grand F de b moins grand F de a, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'intégrale entre a et b, petit f de x dx. Donc voici la preuve. Alors dans le cas d'une fonction impaire, qu'est-ce qui se passe si ma fonction elle est impaire? Une fonction impaire, c'est comme tout à l'heure avec sinus, on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que f de moins x, c'est égal à moins f de x. Vous prenez l'image d'un opposé, c'est l'opposé de l'image. Donc regardons ce qui va se passer. Si je calcule l'intégrale entre moins a et a de f de x dx. Alors ici, il faut remarquer que les bornes, elles sont symétriques par rapport à l'origine. Tout l'intérêt de la chose. Donc, ça vaut 0. On va démontrer ça. L'intégrale entre moins a et a de f découpée en mon intervalle d'intégration, je vais le découper en glissant 0 entre les deux. Donc ça va donner l'intégrale entre moins a et 0 de f de x dx, plus l'intégrale entre 0 et a de f de x. Et alors là, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais changer une variable. C'est-à-dire que je vais poser u égale moins x. Donc du égale moins dx. Et au niveau de mes bornes, si x égale moins a, u vaut combien? Ben, moins a, c'est-à-dire a. Et pour 0, ça ne changera pas. 0, ça fait 0. Donc l'intégrale entre moins a et 0 de f de x dx, ça nous donne donc l'intégrale entre plus a et 0 de f de moins u d de moins u. Donc finalement, ici, f de u dx. Donc, si je permute mes bornes, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une variable u. Je pourrais prendre une autre lettre, c'est pareil. C'est comme f de x dx, hein, là. Donc, si je permute mes bornes, je change le signe. C'est pour ça qu'il y a un signe moins qui apparaît, parce que j'ai permuté le plus a et le 0, je les ai changés de place. Donc, l'intégrale entre moins a et 0 de dx, ça me donne moins l'intégrale entre 0 et a de f de x. D'où le résultat. Ça fait bien 0, puisque en fait, ces deux choses-là, ici que je vous montre avec mon curseur, sont opposées. Ok, donc l'intégrale d'une fonction impaire entre deux bornes qui sont symétriques, centrées en fait sur ça fait 0. Alors géométriquement, ça se comprend bien. Alors, il faut simplement se souvenir que dans mon iPad, une fonction impaire, il y a une interprétation géométrique. Qui s'en souvient? Dans un repère plutôt normal, comment on va reconnaître assez facilement les fonctions qui sont... Il n'y a pas une symétrie par rapport à un axe? Ah, c'est pas par rapport à un axe, c'est par rapport à l'origine. C'est-à-dire qu'imaginons, hein, j'ai une fonction qui est comme ça, je vais devoir symétriser cette partie-là. Comme ceci. J'ai une symétrie par rapport à l'origine. Donc en fait, si je prends deux points
moins A et A par rapport à 0, deux opposés. Si j'intègre entre moins A et A, cette fonction-là, en fait, donc l'air qui est là, ça représente l'intégrale au signe près. Puisque comme elle est négative, la fonction, elle va être comptée négativement. La valeur de l'intégrale, elle va être négative. Tandis qu'ici, on a une fonction qui est au-dessus de 0, qui est positive. Donc là, ça va être compté positivement. Et les deux aires sont symétriques grâce à la symétrie par rapport à l'origine du repère. Vous avez une partie qui est négative, une partie qui est positive. Elles sont en fait égales au signe près. Donc quand vous allez les ajouter, entre moins A et A, vous allez obtenir 0. Ce qui est compté plus d'un côté, c'est compté moins de l'autre. Donc ça va faire forcément 0. Alors ça, c'est pour les fonctions impaires. Pour les fonctions paires, hein, on a f moins f de x, f de moins x, pardon, qui est égal à f de x. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie ici, hein, quand vous avez deux valeurs moins a et a. Imaginons, hein, en fait, on a une symétrie cette fois-ci par rapport à l'axe des abscisses, puisque f de a, c'est égal à f de moins a. J'écris vraiment comme un cochon. Donc ici, c'est la même chose. D'accord, l'air qui est là, en fait, vous avez quelque chose qui est centré. On pourrait dire que c'est deux fois l'intégrale entre f de x dx. Si vous avez, par exemple, pour une fonction paire, l'intégrale entre moins a et a de f de x dx, c'est égal à deux fois l'intégrale entre 0 et a de f de x, notre propriété. Ça, c'est pour les fonctions paires. Ça, c'est pour les fonctions impaires. D'accord? On continue. On va regarder un peu différentes méthodes de calcul, comment bien intégrer, hein, cette petite polycopie que je vous ai rajoutée dans les pièces jointes dans le Discord. On va s'intéresser à certaines formes de fonctions, notamment celles qui sont de la forme une fonction exponentielle multipliée par un polynôme, ou alors encore une fonction exponentielle multipliée par une somme de cosinus et de sinus, ou alors on va encore s'intéresser à des fonctions du type une puissance de cosinus multipliée par une puissance de sinus, ou encore des fonctions cosinus alpha x, cosinus bêta x, ou alors des variantes sinus alpha x, sinus bêta x, ou un mix des deux, cosinus alpha x, sinus bêta x. D'accord? Donc de cos, de sin ou cos-sin. Alors on va d'abord regarder le produit d'une exponentielle polynôme ou par une fonction sinus, c'est-à-dire les deux premiers cas, cette forme-là ou cette forme-ci. Donc en fait on va assez vite comprendre que au niveau, regardons un peu, je vais reprendre ma... Imaginons que j'ai une fonction exponentielle, je dis exponentielle 2x, facteur de x carré plus 3x moins 7 par exemple. Imaginons que je dérive ça. C'est du type u fois v. Donc quand je dérive u fois v, ça fait u' v plus uv'. Donc je dérive exponentielle 2x, ça fait 2 exponentielle fois v, donc je recopie mon polynôme. Plus uv', donc u c'est ma fonction exponentielle. Et cette fois-ci, je dérive mon polynôme. Plus 3. Et donc ce que je remarque, c'est que je vais pouvoir factoriser par mon exponentielle. Donc ça fait exponentielle 2x. Facteur de quoi? Eh bien 2x carré, pardon. 2x carré plus 6x moins 7 fois 2, donc 14. Et puis ici, plus 2x
Donc ça me donne exponentielle 2x, facteur de 2x carré, plus 8x, moins 11. Donc on remarque que quand on dérive une exponentielle kx fois un polynôme de degré n, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient encore une fois exponentielle kx fois un autre polynôme. Alors, je vais l'appeler pas p, je vais l'appeler q par exemple. Un autre polynôme q, mais de même degré que celui de départ. Donc ça va nous servir. Je reprends mon... Vas-y. Ça va nous servir en remarquant que quand on dérive une exponentielle fois un polynôme, on obtient la même exponentielle fois un autre polynôme, mais de même degré que celui de départ. Donc ça peut nous permettre d'essayer de trouver une primitive avec une méthode d'identification. Imaginons que je souhaite calculer l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle 2x facteur d'un polynôme de degré 2 comme celui-ci. L'idée, c'est qu'on sait que si on cherche une primitive, elle va être de la forme exponentielle 2x fois un polynôme de degré 2. Donc je vais chercher cette primitive sous la forme exponentielle 2x ax carré plus bx plus c, grâce à ce que je viens de vous expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver ma primitive avec mes coefficients ABC. Donc si je dérive, ça c'est de la forme u fois v. Donc u', ça fait 2 exponentielle 2x, ax carré plus bx plus c, plus uv', donc ça fait exponentielle 2x, facteur de 2ax plus b. Donc je refais comme j'ai fait tout à l'heure avec ma table. Je factorise par exponentielle 2x et j'obtiens ça comme dérivée. Et puis maintenant, si je dérive la primitive, j'ai la fonction qui est sous l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrande. Donc il suffit d'identifier. Je dois ici forcément avoir le coefficient devant x carré, 2a, qui doit valoir le même coefficient qui est ici, c'est-à-dire 1. Le coefficient qui est devant les x, c'est-à-dire 2b plus 2a, qui doit être égal à le coefficient qui est devant les x ici, c'est 2. Et la constante ici qui vaut 0. La constante, ici, il n'y a pas de terme constant dans ma parenthèse. C'est quoi la constante? C'est 2c plus b, ça doit valoir 0. Donc, je vais donc ainsi identifier, vous voyez, je vais donc faire un petit système. 2a, ça doit valoir 1. 2a plus 2b, ça doit valoir 2. Et 2c plus b, ça doit valoir 0. Vous résolvez ça de façon assez facile. A vaut 1,5, vous remplacez A par vous trouvez B qui vaut 1,5, et donc si vous avez A et B, vous avez C, donc vous trouvez C égale moins 1 quart. Et donc vous arrivez comme ça à trouver une primitive de ce polynôme grâce au théorème qui dit qu'une primitive d'une fonction exponentielle multipliée par un polynôme de degré n, c'est la même fonction exponentielle multipliée par un autre polynôme, mais de même degré que celui de départ, de degré n. Donc du coup, vous avez votre primitive, et donc vous allez pouvoir calculer ici en remplaçant vos coefficients A, B et C. Si je remplace A, B et C par leur valeur, voilà ce que j'ai. Donc du coup, j'ai plus qu'à calculer la valeur de ma primitive entre 0 et 1. Et donc je trouve 3 quarts de E carré plus 1 quart. Une technique, on ne peut pas la trouver si on ne l'avait jamais vue avant. Compris cette technique-là? On va le faire en TD, mais c'est nouveau pour vous, ça. Question? Pas de question. Alors la même méthode, elle va être valable pour les fonctions exponentielles kx multipliées par la somme de cosinus et de sinus. On sait qu'il va exister une primitive de la même forme. Donc il suffit simplement de faire varier les W, ne change pas. Le nombre de fois qu'on a x dans les cos et sinus. Alors attention, c'est le même. Ici, vous avez exactement la même valeur W en dessous de votre cos et en dessous de votre sin. Derrière votre cos et derrière votre sin. Donc il y a la chose qui change, c'est petit l, petit b. Donc on va chercher une primitive de la même forme en faisant et on va dériver et identifier.
Et donc les calculs, c'est impérativement à faire à part. Si vous faites ça dans l'intégration, c'est horrible. Hein. Donc, ça peut être rapide si vous avez un peu d'habitude. Hein. Ça, c'est clair et net. Il faut savoir faire ça. Deuxième méthode, on peut utiliser une formule d'intégration par partie. Quand on la dérive, on la retrouve assez facilement à un coefficient près. Le polynôme, en fait, ça va permettre si on le dérive, ça va lui permettre de descendre son degré. Donc c'est assez facile d'intégrer l'exponentielle et de dériver le polynôme, parce que comme ça, le degré, il va descendre jusqu'à avoir un polynôme de degré 1, en fait. 0. Constante. Donc pour les autres fonctions, on peut également faire des intégrations, mais il en faut toujours 2. Et on va retomber un peu sur un exemple. Imaginons que j'ai exponentielle 2x cosinus x dx. Je vais calculer une primitive de ça. Donc je vais poser u égale exponentielle 2x. La dérivée, ça fait 2 exponentielle 2x. Et je vais poser comme v' de x égale cosinus x. Si v' de x égale cosinus x, une primitive, c'est sinus x. Donc j'utilise ma formule d'intégration par partie. Donc j'ai donc crochet uv, donc exponentielle 2x sinus x, moins l'intégrale de 2 exponentielle 2x sinus x. Donc je peux sortir le 2, qui est une constante, et je recommence. Je recommence ici par une deuxième intégration par. Donc u de x c'est exponentielle 2x, donc si je le dérive de exponentielle 2x, je vais poser comme fonction u' v' sinus x, donc une primitive de sinus x c'est moins cosinus. Et je recommence, je refais mon intégration par partie. Donc le début, il ne change pas. Et puis je vais avoir ici, donc mon intégrale, c'est crochet moins exponentielle 2x cosinus x, plus l'intégrale de 2 exponentielle 2x, donc le 2 je peux le sortir, cosinus x dx. Donc je distribue mon 2, et entre parenthèses, qu'est-ce que je reconnais ici, là, dans la parenthèse qui est là? L'intégrale de exponentielle 2x cosinus x, ben c'est celle que je veux au départ. En fait, j'exprime mon intégrale i de x en fonction d'elle-même. Donc en fait, si je distrie, ça se calcule, le début le calcul. Et ici, ça va me donner, si je distribue mon 2, ça va faire moins 4 fois i de x. Donc en fait, il suffit de changer de membre, le moins 4 i de x, faire i de x plus 4 i de x, donc 5 i de x, et en divisant tout ça par 5, je vais obtenir le calcul. C'est original, et ça se fait bien. Si je fais changer moins 4 i de x, je change de membre, ici je vais me retrouver avec 5 i de x égale tout ceci, ce que je suis en train de vous souligner. Curseur. Et donc si 5 i de x égale à ça, je divise par 5 et je calcule comme ça i de x. Génial. Attention, c'est une primitive, donc c'est toujours à une constante près. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté c. Ici, je ne suis pas à une calcul d'intégrale définie. Je ne suis pas entre deux bornes, pas des bornes là. Donc n'oubliez pas la valeur de la constante d'intégration. Une technique à savoir. Maintenant, les puissances de cosinus et de sinus. Alors, on ne sait pas intégrer directement des. Donc l'idée, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire dans le premier TD. Ça va être linéarisé en utilisant les formules d'Euler, grâce aux formules d'Euler et les formules du binôme. On va pouvoir linéariser, mais ça, on va s'attarder à ça dans les TD. D'accord? Alors il y a d'autres formules de trigo dont on va pouvoir se de linéarisation, c'est pour cos carré et sin carré, il y en a 2 à ça. À savoir que dans le cas où les puissances P et Q sont tous les deux des entiers pairs, vous avez par exemple cosinus 4 x plus fois sinus 6 puissance 6 x, la linéarisation, c'est la seule méthode qui vous sera possible d'utiliser. Alors les puissances impaires, qu'est-ce qu'on va faire? On peut éviter les méthodes précédentes qu'on vient de voir. Ça veut dire qu'en fait, si c'est impair, on va pouvoir un côté
puis trouver en fait que c'est avec une formule de dérivée en fait. Hein, puisque pouvoir réussir à faire un changement de variable. Je crois que Pascaline, c'est quelque chose que tu faisais dans le dernier TD sans le savoir. La question à se poser est la suivante. Que doit-on mon élément différentiel DU soit égal quasiment au... Ça, on verra plus dans le détail en TD. Alors, imaginons que j'ai l'intégrale entre 0 et pi. Donc là, ici, on voit qu'il y a une puissance du cosinus qui est impaire. Donc l'idée, c'est d'isoler un cosinus. En fait, je vais écrire sin carré x, cos carré x, cos x dx. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est quelle est la variable à poser u pour que j'ai un élément différentiel de la forme cosinus x dx. Je vais poser u égale sinus x. Parce que quand je vais dériver u, je vais avoir la dérivée de sinus, c'est cos. Donc ça va faire cos x dx. Et donc du coup, cos x dx qui est là dans ma formule, je vais pouvoir le remplacer par mon du. Donc il reste juste à faire un petit changement. Hein. On va exprimer cos carré x en fonction de sinus. Cos carré x, grâce à la propriété fondamentale, c'est 1 moins sinus carré. Donc si je remplace, j'avais ça hein, dernièrement, donc je remplace sin carré de x, je laisse comme ça. Cos carré, c'est 1 moins sin carré. Et là, je suis presque prêt. Donc en fait, si je pose u égale sinus x, là j'ai u au carré, là j'ai 1 moins u au carré, et là j'ai du. Donc ça, ça s'intègre plutôt pas trop mal. C'est un polynôme en u, de la variable u. Alors vous avez remarqué, je ne l'ai pas dit, mais les bornes, ça se calcule. Hein. Il y a un changement au niveau des bornes. Si x égale à 0, eh bien u convient vaut sinus 0, ça fait 0. Et si x vaut pi sur 2, u vaut combien? Sinus pi sur 2, ça fait 1. Voilà pourquoi les bornes ont changé. Donc là, je distribue, ça fait u carré moins u4. À intégrer, c'est du caviar. Ça fait u cube sur 3 moins u5 sur 5, à calculer entre 0 et 1. Donc si vous calculez ça, vous avez 2/15. Vous voyez que cette idée-là, quand vous avez l'un qui est impair, c'est vraiment très intéressant par rapport à la longueur d'une linéarisation avec les formules de l'air. Hein. Clairement, vous gagnez un temps précieux pour pouvoir faire d'autres exercices. Alors, quand je veux intégrer des fonctions de ce type-là, cos alpha x, cosinus bêta x, ou alors deux cosinus, deux sinus, ou un mix de cos et de sinus, avec pas le même coefficient devant x à l'intérieur, la méthode générale consiste à linéariser. Et c'est souvent toutes les formules de Trigo en fait qui vont changer les produits en somme. Donc il y a 3 formules à utiliser, qui sont les suivantes qu'il faut savoir. Cos A cos B, c'est cos de la somme plus cos de la différence sur 2. Sin A sin B, c'est cos de la différence moins cos de la somme sur 2. Et sin A cos B, c'est sinus de la somme plus sinus de la différence sur 2. Vous avez le droit à un formulaire. Hein, si maintenant vous êtes chez vous, vous avez le droit. Sachez que c'est à retenir à un partiel. Donc, après, il y a des petites astuces que je vous ai remis dans le polycopier. Disons qu'on va aller passer assez vite là-dessus. Vous allez... imaginons, on terminera là-dessus, parce qu'on déborde un peu, que je dois calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus x dx. Qu'est-ce que ça me donne? Je vous propose d'arrêter là, on continuera par ça la fois prochaine. Je vais mettre un... Il ne nous reste pas grand-chose pour terminer. Monsieur? Oui? Du coup, j'ai noté les dates pour le groupe 1, 2, 3, quand c'est possible. Alors, je sais pas s'il y en a des groupes, du coup, 4, 5, 6 et 7, 8, 9 qui peuvent me dire si c'est bon ou pas. Vous arrangez entre vous, Comme me ça, donnez une date. Comme ça, on fixe la date et puis c'est bon, quoi. Comme ça, on entend. Ouais. Puis vous revenez vers moi pour avoir la date. Ok. Vous arrangez, il faut qu'il y ait un créneau horaire, il faut que tout le monde soit libre à la même date. Ok. Parce que sinon, si vous ne faites pas le partiel, il y aura un rattrapage. Ce sera août ou
Donc pour éviter de faire un rattrapage, c'est quand même plutôt pas mal de... Bah, de toute façon, moi j'ai 4 dates. C'est soit le 7 mai, enfin toute la journée, le vendredi 8 mai. Après, moi je m'en fous. Hein. Ça peut Ouais. être n'importe quel horaire. Moi je peux m'arranger. Vous, c'est à vous de voir et moi je vous donne le sujet à un horaire précis et 1 heure après, vous me balancez sur le mail que je vous donnerai là, soit en PDF avec un scan, soit la photo de votre copie. Puis on s'arrangera comme ça. D'accord? Ok. Et je vous donne le sujet à l'avance, hein, je vous dis clairement. Je vais vous donner une matrice. Il y aura 5 questions. Il faudra d'abord me calculer le polynôme caractéristique. Je vais vous aider pas à pas. Je ne vais pas vous demander de diagonaliser la matrice, point. Hein, ça serait un peu violent de ma part. Je vais vous aider avec différentes questions, pas à pas. Et ça va vous donner finalement la diagonalisation de la matrice comme on a fait comme sur le dernier TD d'algèbre. Ok. Bah ouais, mais en fait c'est l'exercice pareil que le Ouais, même. on a fait un exercice type, donc il n'y a pas de problème. Bon, je vais couper l'écran, mais donc Bah là,